Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. La sexualité chez nos enfants de 6 à 9 ans, c'est un sujet qu'on hésite parfois à aborder, mais pourtant, elle existe. C'est souvent l'âge aussi des grandes questions. C'est quoi faire l'amour? D'où viennent les bébés? Oh, j'ai des poils, mon corps change, qu'est-ce que je fais? Comment accompagner nos enfants, répondre à leurs questions, mais sans non plus aller trop loin ou les brusquer? J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue au Sénèque. Elle est conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne les enfants, les adolescents et leurs familles et elle crée du contenu pour vos ados sur TikTok que je vous invite à visionner comme parents. J'accueille aussi Geneviève Parent, qui est sexologue et psychothérapeute depuis plus de 6 ans. Elle accompagne les adultes et les couples. Elle se spécialise sur les questions de trauma, relations, intimité, sexualité. Elle est chargée de cours à l'université et elle a une approche bienveillante, humaine et ancrée dans la réalité d'aujourd'hui en ce qui a trait à la sexualité. Et pour notre Minute Santé, notre infirmière clinicienne viendra nous parler des tout premiers signes de la puberté qui, oui, peuvent apparaître plus tôt qu'on pense comme parents. Et tout ça, c'est dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Allô? Bonjour. J'aimerais d'abord qu'on définisse c'est quoi la sexualité infantile. Parce qu'on a souvent tendance à penser que nos enfants, oui, ils viennent au monde avec un sexe qu'on va nommer féminin et masculin, mais ils n'ont pas une sexualité. Bien, en fait, ça ramène aux dimensions de la sexualité. On pense souvent qu'il y a juste la génitalité quand il y a toute la sphère biologique, qui sont les organes génitaux, psychologiques, cognitifs, sociales. Il y a comme toutes ces composantes-là. Donc, ça se retrouve chez les enfants, les pensées, les visions envers la différence entre les sexes, mon papa, ma maman, faire l'amour, d'où viennent les bébés. Tout ce qui a trait à la sexualité générale, ça fait partie de chez les enfants aussi. C'est ce qui fait des fois, ou tu sais, moi j'entends, mais laissons les enfants être des enfants. Oui, mais les enfants ont une sexualité qui n'est pas génitale, comme tu dis, mais je pense que c'est associé à notre vision biaisée des fois de c'est quoi la sexualité. Toutes les notions de consentement font partie de ça, de qui je suis moi, c'est qui l'autre, mes limites. Donc on est aussi en train de parler, pas juste de la sexualité, mais ça fait partie de... Fait que des fois, c'est comme encore un peu tabou là, de dire qu'il y a un développement sexuel chez l'enfant. Ben oui. Mais à partir de quel âge on peut, ou on devrait, je ne sais pas c'est quoi la bonne question, mais commencer à dire la vérité? Mais la vérité, c'est pas toujours d'expliquer en détail chacune des étapes. Lorsqu'un enfant a une question, là, souvent, nous, on panique, puis on fait comme, mon Dieu, jusqu'à quel point je vais devoir expliquer ou aller en détail. Si on répond à la question, puis il n'y a pas de seconde question, ça, on peut laisser ça là, tu sais. Mais ça part, tu sais, des fois, les parents, ben les mères, des fois, les menstruations, l'enfant est confronté comme, ah, c'est quoi ça? Ben, il y a du sang qui, tu sais, on peut expliquer de façon globale le phénomène, ça recueille le sang, ou peu importe la coupe menstruelle. Puis ça fait que les enfants deviennent, même si c'est un garçon ou une fille, être capables de faire la différence, là, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Je pense que quand on ne sait pas, un réflexe aussi à avoir, ça peut être « Ah, c'est une bonne question, qu'est-ce que t'en penses? » Oui, retourner la question. Oui, oui. Puis ça nous éviterait donc d'aller plus loin que où est-ce que l'enfant est littéralement rendu. Mais si l'enfant dit « Ben là, c'est parce que moi, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a... » Mais là, comment ça se rend? Ou ben là, ça nous permet de voir, il est rendu où? Est-ce qu'il l'aborde, tu sais, est-ce que c'est purement comme biologique? Ou comment ça se fait? Ou peut-être qu'il va dire « Ah, ben je sais pas, il va retourner jouer. » Puis là, on se dit « Ah, OK, ben il va peut-être falloir que je pense à... » On est correct pour encore quelques mois. Mais ça vaut la peine d'y penser parce qu'il commence à se poser les questions. Fait que des fois, en cas de doute, je pense que ça peut être une technique qui fonctionne. Oui. Mais s'il nous demande de façon plus précise vraiment comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut quand même expliquer, disons, l'acte sexuel en disant justement les mots, mais sans aller encore là dans tous les détails? Parce que j'imagine même aller jusqu'à un âge de 9 ans, on va dire en fin de l'enfance, début de la préadolescence. Est-ce
qui va rentrer dans les mots comme érection, éjaculation, tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de se rendre dans tous ces détails-là si l'enfant nous l'amène? Il amène toutes ces notions-là. Ou... Ouais. Ben, on n'est pas obligé, encore une fois, même à 9 ans, d'aller voir toute la connaissance qu'il a. Il a entendu ça des amis, de frères d'un ami qui parlait de ça. Donc, toujours redonner sur savoir c'est quoi les informations qu'il a, pourquoi il s'intéresse à ça aussi. Ça va permettre d'ouvrir la discussion. Mais on peut dire que quand un papa puis une maman ou ils ont une activité d'adulte ou, dépendamment de ce qui va être fait, il y a un bébé qui va se créer. Ça peut être le spermatozoïde va à l'ovule et tout ça, puis ça peut se dire. Ça, je trouve que c'est une belle première étape, puis après ça, ben on verra. Mais des fois, c'est surprenant à quel point les questions peuvent être précises. Et aussi, puis tu l'as nommé, c'est de voir, il y a d'autres sources d'informations. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant comme parent aussi de reprendre le contrôle sur cette sphère-là, parce que des fois, avec Internet, mais des fois, nous, comme parents, on est sensible à ça, mais effectivement, dans le cours d'école, on entend plein de choses, ou c'est quoi, maman, la porno? Ah, OK. Des fois, ça amène les enfants à sauter des étapes aussi. Puis là, ça peut devenir gênant ou confrontant ou stressant pour eux. Puis, fait que je pense que c'est important de quand même les avoir, ces conversations-là. Puis des fois, c'est plus chargé pour nous. Puis là, l'enfant sent que c'est pas trop qu'on marche sur des œufs. Puis là, que c'est ça, sexualité, quand j'en parle, papa, maman sont pas pareils. Fait que je pense que c'est important, si on sent qu'on a un malaise ou que justement, est-ce que jusqu'où je vais ou de nous-mêmes, aller chercher l'information, consulter au besoin. Il y a plein de sites Internet aussi là, qui offrent l'information sur comment est-ce qu'on peut en parler. Des livres. Oui, des livres. Fait que, ça peut être comme on s'informe sur le développement de l'enfant, à quel âge il est supposé marcher, à quel âge il est supposé parler. Je pense que c'est intéressant comme parent de s'instruire aussi sur, OK, ben c'est quoi les stades, comment j'en parle. Puis tu nommais aussi l'activité d'adulte. C'est pas juste d'expliquer, mais c'est d'expliquer, mais comme pas à ton âge. Il y a aussi cette notion-là. Cadrer rapidement. Oui, tu as ce qu'il faut, mais c'est pas le moment, là. Oui, puis c'est naturel chez l'enfant, il va jouer à la poupée, il va jouer à materner, reproduire ce qu'il voit chez les parents, fait que c'est pour ça de recadrer vraiment important. Tu sais, ça se peut que tu aies des questions sur la sexualité, puis ça se peut que tu n'aies pas envie de m'en parler à moi parce que je suis ton parent, mais on peut diriger vers une figure adulte en qui il y a confiance, parrain, marraine, tu sais, souvent des personnes qui peuvent être... c'est moins gênant de s'adresser à eux autres. Fait que de leur dire que c'est normal s'il y a des questions, qu'on est disponible, mais aussi qu'on respecte son rythme. À lui. Et ça m'amène la question de l'hypersexualisation. Inévitablement, on est dans une ère où, avec les différentes formes de réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir comme image, la mode, j'allais dire, parce que on magasine particulièrement avec nos petites filles, puis on arrive dans les boutiques, puis les chandails sont faits courts. Donc, des fois, il faut aller 1 point ou 2 plus grand pour que ça ait une longueur qu'on peut juger, nous, confortable ou respectable dans certains cas. Comment on amène cette discussion-là? Parce que pour un enfant de 8 ans, elle, tout ce qu'elle veut, c'est le chandail à la mode. Elle comprend pas qu'il est 2 pouces au-dessus du nombril, puis qu'on voit déjà sa petite camisole en dessous, puis qu'elle l'a pratiquement au sein. Puis, tu vois, déjà, on parle de seins, tu sais, fait que je pense que c'est une conversation qu'on va plus avoir avec les filles, parce que la mode, tu sais, tous les codes vestimentaires, souvent, c'est beaucoup axé sur la longueur, des pantalons, tout ça. Fait que je pense que c'est important de le réfléchir, puis on va le faire ensemble, mais de réfléchir à comment on accompagne les garçons là-dedans aussi. Puis qu'est-ce qui fait que c'est sexualisé? Parce que, effectivement, la petite fille, elle veut pas aller chercher nécessairement le regard sexuel, elle veut se sentir belle. Et peut-être qu'elle veut aller chercher le regard, mais que c'est à nous, comme adultes, de l'avoir comme enfant et de pas l'hypersexualiser. Donc, je pense qu'il y a aussi des discussions selon le genre à avoir. Là. Oui, puis d'être conscient qu'ils vont être confrontés des fois à pas mal plus que comme parents, nous, ce qu'on voit, parce que même si on interdit TikTok chez nous, il va y avoir TikTok dans un cours d'école. Ou fait que c'est d'avoir un jugement critique par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette vidéo-là ou la personne que t'aimes suivre? Qu'est-ce que t'aimes? Puis plutôt que d'aller, nous, qu'est-ce qu'on voit comme étant menaçant. J'aime beaucoup ça, parce que je l'ai dit même dans la notion de respectable, non respectable, bien, mal. Et nos limites, même comme à chaque personne, à chaque individu, est différente. Donc, déjà, on doit trouver une ligne de pensée avec notre coparent, ce qui peut déjà, dans certains cas, être un défi, parce qu'on a nos propres blessures, notre propre passé par rapport à toutes ces questions-là. Mais là, pour notre enfant, est-ce qu'on pourrait s'asseoir avec
notre fille et notre fils regarder des vidéos, par exemple, je sais pas, là, des vidéoclips, je vais dire ce qui trend en ce moment, ce qui est à la mode en ce moment sur TikTok, puis leur demander de nous dire donc ce qu'ils voient, comment ils l'interprètent, mais nous, en même temps, on veut pas en faire un drame ou avoir comme l'air d'être vieux jeu. Comment on... Ben, je trouve ça intéressant de juste leur demander d'aller plus loin que « Ah, mais c'est la mode, OK. » Mais est-ce que tu t'intéresses à ça juste parce que c'est la mode? Si oui, pourquoi c'est important pour toi d'être à la mode? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes qui sont pas dans la mode? Puis de juste ouvrir la discussion au sens plus large. Pour pas juste dire « Ah, mais je le fais parce que c'est ça qui est trendy, là. » Je comprends. Parce que ça peut peut-être même amener des discussions sur, par exemple, le rejet. T'sais, si je suis pas à la mode, je serai plus dans le gang, par exemple. Ou mais je veux être comme les autres pour justement pas prendre trop de place, me fondre un peu dans la masse. Donc, ça va amener probablement des discussions plus profondes. On va s'intéresser aux racines du problème, c'est-à-dire pourquoi tu veux ton top qui arrive là. Ah, mais toutes mes amies en ont. OK. Fait que là, on va ouvrir la discussion sur ça. Ou, moi, je me sens à l'aise. Tu sais, j'aime le tissu. Ben, super. C'est une question de confort. C'est pas la même chose. Donc, tu sais, c'est rarement, surtout à l'âge où ils sont exposés, c'est rarement volontairement, moi, je veux attirer un regard de manière sexuelle. En fait, c'est le parent qui sait que ou qui va avoir peur que. Puis, t'as nommé l'interdit, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a tellement d'ados qui viennent dans mon bureau qui disent « j'ai pas le droit, mais je mets mon hoodie, puis quand j'arrive à l'école, je l'enlève. » Fait qu'on règle pas vraiment le problème quand on passe par l'interdit, la restriction, mais quand on passe par la conversation, qu'on fait cheminer l'enfant, là, « Ah, OK. » On s'intéresse à lui, on est comme « Pourquoi c'est important pour toi? » Plutôt que de faire comme « Mets pas ça, je veux pas. » Il va être bien plus dans la résistance si on l'interdit que... Et faire pareil sans le dire. Et c'est là, tu sais, quand on commence à cacher qu'on a TikTok, quand on commence à cacher qu'on a Snapchat, qu'on s'habille de telle façon, puis que là, il arrive quelque chose, ben je vais pas aller le dire à mon parent qui m'avait dit « Hey, je t'ai prévenu. » Tandis que s'il y a un dialogue puis il arrive quelque chose, on a plus de chances qu'il s'ouvre à nous en bout de ligne. Fait que c'est toujours un peu plus long, mais c'est toujours payant de passer par les vraies discussions, les racines un peu de ces choses-là. Puis, tu sais, j'aime bien rappeler que le premier lieu de socialisation, c'est la maison aussi. Donc, tu sais, est-ce que, comme parent, à quel âge j'arrête de prendre mon bain, ma douche avec l'enfant? Est-ce que, on s'en va en voyage, il y a 2 lits, je laisse dormir le frère et la sœur ensemble? Jusqu'à quel âge? C'est-tu un problème, pas un problème? Je pense qu'en abordant tout ce qui est, justement, se sentir bien dans son corps, que notre corps, c'est pas juste un objet sexuel, là. Il nous permet de nous déplacer, de faire plein de choses, mais aussi être attentive à, comment je mets mes limites, comment je nomme le consentement, la pudeur à la maison, est-ce qu'elle existe? Puis on voit des enfants qui vont le faire naturellement, puis d'autres qui sont comme... C'est pas grave, oui, un peu, tu sais. Et c'est là où on peut doser puis adapter nos interventions. Mais souvent, ça prépare bien à la vie à l'école. De dire, là, tu sais, quand je fais la roue latérale, maman, on voit mes bobettes ou, OK, bon, tu sais qu'il existe des jupes, qu'il y a aussi des leggings en dessous, ça pourrait être ça. Puis là, on vient de régler le problème. Là, on dirait que tu m'as amené plein de sous-questions. D'abord, la fameuse question de se mettre nu devant nos enfants. S'ils nous posent pas de questions, que ça semble d'un désintérêt total, mettons, moi, je suis une fille, j'ai un garçon de 6, 7, 8 ans. Est-ce que c'est un souci? Si ça versus un enfant qui va avoir tendance à regarder, questionner, vouloir toucher, est-ce que là, on se dit que c'est le moment de s'arrêter? Elle est où, la ligne? Non. Mais je pense encore là, c'est dur de dire, si t'as un garçon à tel âge, c'est fini. Ça dépend des tempéraments, mais t'as nommé quelque chose aussi d'intéressant, c'est est-ce que moi je suis à l'aise, est-ce que l'enfant est à l'aise? C'est très important de respecter les deux. Il y a des gens qui vont dans des camps de nudistes, là, donc ils peuvent se retrouver adultes avec leurs enfants adultes nus et ça pose pas de problème et ils font des activités. C'est pas sexualisé non plus. Et c'est pas sexualisé, et tu dis ça à quelqu'un d'autre qui fait comme, moi, jamais j'irai avec ma mère nue au tennis, là, tu sais. Et là, fait qu'on a toutes nos zones comme ça, c'est important de les respecter, mais je pense que c'est ça, c'est de sentir que ça demeure dans le respect de un et de l'autre. Donc, dès qu'il y a malaise de part et d'autre, ce qui veut dire que même un enfant qui, par exemple, lui, je sais pas, à 12, 13 ans, ou, tu sais, plus vieux, aurait aucun souci de se promener le matin, de se lever, puis, tu sais, de se rendre, par exemple, à la salle de bain nu avant de mettre des boxers, des bobettes, ou peu importe. Ça serait peut-être à nous de mettre une limite
la journée où ça dérange les autres membres de la famille? Parce que tu disais, dans les personnalités, il y en a qui sont plus exhibitionnistes que d'autres. Donc, la limite de un arrive quand elle vient toucher la limite des autres, finalement. Effectivement, si on ressent que ça vient brimer un ou l'autre, ben de l'adresser. Il y a une différence entre prendre un bain ou une douche, puis je vais à la salle de bain, un aller-retour, puis on croise les fesses ou les organes génitaux du coin de l'œil, là, dépendamment de l'âge aussi. Fait que de juste s'assurer que tout le monde est à l'aise, de normaliser que ça sera pas de même dans toutes les situations, puis que dans les relations, ça se peut que ça soit pas comme ça. De juste être conscient de questionner la nudité. Oui, puis de soi-même comme parent aussi, parce qu'il y en a qui disent, ben voyons, tu sais, c'est niaiseux, là, c'est pas sexuel. Ben non, c'est mon enfant. Mais ça se peut que t'es plus à l'aise. T'es plus à l'aise, tu nommes la limite, ça n'a pas besoin d'être sexuel, ou c'est pas parce que t'es dérangé ou qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est juste que ta pudeur, tu trouves ça important pour le moment. On prend un exemple d'enfants qui, par exemple, dans la cour d'école ou au parc, pourraient jouer au jeu des découvertes et se faire mutuellement des attouchements, mais à peu importe l'âge. On dirait que plus jeune, on va tendance à accepter plus puisqu'on se dit, ils sont tout petits. 7, 8, 9, 10, tu dis, est-ce que... Mais les deux étaient consentants, c'était un jeu. Mais comme parents, on fait comment pour discuter de ça? Parce que on dit toujours que la limite, c'est la limite du consentement. Mais là, les deux enfants étaient consentants, mais en même temps, nous, comme parents, on se dit, ben voyons, il peut pas commencer à faire ça tout le temps. Mais une première étape que, comme parent, on peut se demander, comme, il peut pas commencer à faire ça tout le temps. Comme, c'est quoi, qu'est-ce qu'on associe, là? Comme, tu vois, est-ce que nous, dans notre peur de parents, on l'a sexualisé, on y a attribué des pensées érotiques, c'est pas du tout ça, là, dans le développement exploratoire chez l'enfant, c'est juste curiosité, on compare nos corps, c'est différent. Un moment, c'est fille-fille, gars-gars, des fois, c'est gars-fille, oh, ça, j'ai pas ça, toi, t'as ça, puis c'est une exploration. Après, dans la discussion avec les enfants, encore une fois, c'est quoi l'intention? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire ça? Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu qui se fait? Ou, tu sais, de voir, ça vient d'où, là? Parce que souvent, il y a des explorations naturelles, mais des fois, il y a un peu de... les enfants vont vouloir se faire des blagues. Enfin, faire telle affaire, va toucher, des blagues, des défis, oui. Puis de se questionner, tu as le droit de dire non, toi, ça te tentait-tu d'ouvrir la discussion, encore une fois, sur le consentement. Là. On parle depuis tout à l'heure du développement sexuel normal, mais il y a des tout-petits chez qui il va y avoir des abus, chez qui, dans la famille, ont peut-être été moins bien accompagnés, dans les limites. Fait que c'est possible que notre enfant soit en contact aussi avec un autre enfant qui, lui, va probablement avoir besoin d'aide, mais peut-être pas lui ou vice-versa. Donc, puis tu sais, tu parlais de son consentant les deux, mais c'est un peu comme, tu sais, s'il veut juste manger du gâteau, à un moment donné, je vais dire, tu sais, je suis responsable comme parent, tu sais, de dire, je comprends, t'aimes beaucoup ça, mais voici ce que je te sers. C'est un peu la même chose avec la sexualité. Je comprends, tu sais, que t'as aimé ça, mais pour, tu sais, d'avoir cette discussion-là, que si jamais on voit que, comme tu dis, que c'était pas juste de l'exploration, qu'il y a quelque chose, ben, qu'on peut soit aller chercher de l'aide aux besoins ou juste en parler, là, parce que c'est pas nécessairement une problématique, mais l'adresser. Je sais que tous les deux voulaient tant mieux, mais à votre âge, ou, tu sais, d'ouvrir, là, cet aspect-là. Mais ça m'amène sur la question de, je sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce qu'avec des enfants plus jeunes, on peut parler d'un consentement éclairé, en ce sens que il peut avoir dit oui parce que c'était l'idée de l'ami, puis bon, je sais pas trop c'est quoi, puis il a dit oui. Donc, théoriquement, il a consenti, mais a-t-il la maturité, le recul et tout pour que ça soit éclairé? Cette notion-là de consentement, mais qui implique d'avoir réfléchi à tout ça, elle arrive à peu près vers quel âge? Est-ce que c'est statué comme tel? Bien, c'est sûr que éclairer, effectivement, c'est d'avoir toutes les connaissances des éléments. Ça demande quand même une plus grande maturité, là. Mais juste, ça te tente-tu ou ça te tente pas, là? Ça, c'est déjà la base. Puis des fois, comme enfant, ça peut être très, très tôt, là. Je peux avoir un câlin et tout ça. Si dès un très jeune âge, sur les gestes qui sont non sexuels ou non dans l'intimité physique, on met la notion de consentement, mais ça va mettre encore plus d'assurance à l'enfant de dire ça y tente ou ça y tente pas, tu sais, d'avoir une discussion par rapport à ça. Fait que c'est bon aussi, oui, les parents, mais l'entourage, les oncles, les tantes, les grands-parents, le frère et sœur, là, qui est full envahissant, là, puis que ça y tente peut-être pas, puis de faire tolérer cette limite-là. Ouais. Ben tout à fait, puis c'est un peu comme, c'est ça, c'est que c'est les prémices du consentement. On veut que
se dirige vers un consentement libre et éclairé. Et il y aura des événements aussi qui vont aider à peaufiner la notion. Ado aussi, là, des fois, et la limite est, tu sais, les premières relations sexuelles, je voulais, mais je veux plus, mais j'aurais dit oui, mais tu sais, fait que c'est toutes des zones assez grises, puis c'est un peu comme quand on les apporte chez le médecin ou quand on signe pour eux jusqu'à au moins 14 ans, mais souvent on continue de les accompagner. C'est un peu la même chose pour le consentement, c'est que ça part pas du jour au lendemain, puis on le construit, mais comme parents, on reste quand même responsable. Il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre avec de par où ils sont dans leur cheminement, ne serait-ce que le développement cognitif. Là. Ça m'amène, on parlait tantôt d'un parcours, on va dire, sain de découverte vers la sexualité, mais malheureusement, il y a des enfants qui vont être confrontés à des abus en jeune âge. On a dit aussi tantôt, on a ramené la notion, dans mon temps, c'était très à la mode, d'adulte de confiance. Tu vas voir un adulte de confiance, parle-en à un adulte de confiance. Mais en même temps, on sait aussi que parfois, les abus viennent d'adultes de confiance. Comme parents, comment on juge ça ou on jauge ça parce que ça vient pas toujours de gens qu'on pouvait penser ou soupçonner, les abus. C'est délicat de faire de l'éducation par rapport à ça, mais c'est plus on va être clair sans nécessairement être dans les détails, là, mais de dire que la notion d'intégrité de son corps, les limites, que son corps lui appartient, que même si c'est un adulte qui demande quelque chose, il y a de l'éducation qui peut être faite par rapport à ça pour prévenir, toujours laisser la porte ouverte à avoir une confidence. Je pense que c'est ça, c'est comment être vigilant sans être dans l'hypervigilance. C'est ça, parce qu'on ne veut pas faire peur, créer un faux drame qui existera dans la majorité des cas, peut-être jamais, puis c'est ce qu'on se souhaite. Mais en même temps, on veut que si jamais ça arrive, que l'enfant soit ouvert d'en parler. Ben, c'est ça, puis on n'est pas à l'abri de pas prévenir ça. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui vont favoriser la prévention, la protection. Il y a des attitudes comme parents aussi. Tu parlais de laisser la porte ouverte, mais des fois littéralement, laisser la porte ouverte. Mettons qu'on est avec un party cousin-cousine où on a tendance à laisser beaucoup les enfants ensemble. Fait que de quand même toujours garder un œil sur ce qui se passe sans être dans... Je regarde et j'observe. Mais être conscient qu'il y a une sexualité qui est en développement, puis que ça se peut que bâtir une relation de confiance. Et quand on a fait les prémices dont tu parlais, c'est-à-dire que tu as le droit, que même si c'est un adulte, que si tu n'es pas à l'aise, bien, souvent, on va voir que si ça arrive malheureusement, mais ça va peut-être arriver moins longtemps ou sur une moins grande période parce que l'enfant va se confier. Donc, c'est toujours de garder le lien. En tout cas, corrige-moi si non, si c'est je me vraiment trompe, mais c'est un peu... C'est ça qui est délicat. Puis pour pas en faire non plus il faut que tu te protèges tout le temps. Oui. Tu sais, que là, le sexe, ça devient quelque chose de... Une hyper-vigilance, exactement, qui va venir freiner l'enfant dans un développement normal. Ça m'amène à la fameuse question. Comment on discute, prépare un de nos enfants qui nous demande pour aller dormir chez un ami? Est-ce que tu te sens bien quand tu es chez cette personne-là? Tu sais, parle-moi-en un peu. Et là, comme parents, on peut, nous, avoir ces lunettes-là sans que ce soit comme « Est-ce qu'il t'a touché les fesses? » c'est comme « Ben voyons, ça sort d'où cette question-là? » Oui, puis après, il y a des choses qui se gèrent entre adultes. Là. Toi, tu recueilles de l'information comme parent. Il s'est passé des choses, explique-moi. Puis après, on peut aller valider avec les autres parents, tu sais. Hey, là, mon enfant est revenu puis il a trouvé ça difficile, il me dit telle information, on va chercher l'autre côté de la médaille. Avez-vous eu des feedbacks? C'est là où le rôle de parent revient. Là, c'est moi là, qui est plus en contrôle de la sécurité, puis on m'a amené quelque chose, je crois à mon enfant, je vais valider. T'sais. Oui, puis de justement être dans l'action, tu sais, de dire, ben ah oui, puis ils nous ont fait prendre le bain. Ah bon, le bain, tu sais, ça veut pas dire que, peut-être que c'est tout à fait banal. Il avait joué dans le bout puis qu'il était sale. Oui, c'est ça, mais un petit coup de fil aux parents, ou, hey, moi je suis moins à l'aise les bains, ou, paraît qu'ils ont pris leur bain. Hey, oui, on leur a mis leur maillot puis ils faisaient des bulles. Ah, OK, c'est différent. Oui, genre, je te regarde te laver, tu sais. Fait que des fois, c'est ça aussi, c'est juste de, plutôt que de dire, bon, ben sûrement je suis paranoïe, ou là, je peux pas parler de ça, ou juste de l'accuser, de le nommer, tu sais, puis de voir comment l'autre réagit, puis des fois, c'est ça, on se dit, ah, OK, puis d'autres fois, on fait comme, OK, ben moi, les bains, pas à l'aise. Puis de respecter, je pense, notre petite voix. Quand on est vraiment pas à l'aise, il y a peut-être quelque chose. T'sais. On va revenir là-dessus sur notre vécu, mais avant, allons à notre minute santé.
La puberté précoce est l'apparition des signes caractéristiques physiques et des organes reproducteurs avant l'âge considéré moyen. La puberté précoce est un ensemble de caractéristiques. Chez la jeune fille, on parle d'apparition avant l'âge de 8 ans et chez le garçon, d'apparition avant l'âge de 9 ans. Quelles sont les caractéristiques de la puberté chez la jeune fille? On parle d'apparition des seins, les premiers bourgeons mammaires, l'apparition des poils pubiens et sous les aisselles, la poussée de croissance rapide, les hanches qui commencent à s'élargir, l'apparition d'acné, les règles qui apparaissent souvent 2 ans en moyenne après l'apparition des bourgeons mammaires, ce qui indique que la puberté est bel et bien avancée. Chez les garçons, les signes sont l'agrandissement du scrotum et des testicules, l'apparition de poils au visage, au pubis et sous les aisselles. On voit aussi la voix qui change, l'apparition d'acné, la poussée de croissance rapide et le développement musculaire. La puberté précoce peut entraîner des troubles psychologiques et avoir une atteinte sur la taille adulte. On vous suggère de consulter si vous voyez apparaître des signes de la puberté précoce chez votre fille avant l'âge de 8 ans, chez votre garçon avant l'âge de 9 ans. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un ensemble de signes et non un seul signe, qui ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'une puberté précoce. Avant notre minute santé, on parlait de nos propres expériences. Est-ce que c'est une bonne idée parfois de partager des faits vécus? Exemple, je sais pas moi, au primaire, on a embrassé un petit ami dans le cours d'école. Puis là, on s'est fait agacer par les autres amis. Ou on a fait rire de nous. Puis là, ça nous a fait sentir comment? Puis comment on a vécu ça? Est-ce que c'est bien de le faire? Ou, à la limite, ce sont nos propres traumas, gardons-les pour nous parce que ça va venir un peu biaiser comment va le vivre notre enfant? Je retournerai à la question aux parents qui ont envie de partager, c'est quoi l'intention derrière ça? Souvent, est de préserver ou de protéger l'enfant d'un éventuel risque. Ouais. Bien, fait que, des fois, cette intention, on peut pas protéger nos enfants de tout, mais on peut prendre la thématique sur laquelle on est inquiet et de la retourner dans le contexte de l'enfant. Est-ce que c'est arrivé, par exemple, dans la cour d'école, qu'il y a des gens qui ont ri d'un autre pour un comportement? Si oui, tu sais, d'avoir une question ouverte. Comment toi, tu t'es posé par rapport à ça? Fait qu'on est comme en train de soulager un peu notre sentiment de sécurité, mais on n'est pas en train d'aller créer peut-être une situation qui pourrait faire peur à l'enfant. Oh mon Dieu, mes parents ont vécu ça. T'sais, on est le modèle aussi là, des expériences qu'on veut pas répéter. Parce que c'est le fait d'avoir été fait rire de soi qui a été difficile, pas le geste en tant que tel nécessairement, qui est pas correct. Ça m'amène à la question, encore là, on veut les préserver ou tenter de faire de leur parcours le plus beau parcours et sans le moins de blessures possibles, mais les fameux téléphones. Ouais. Hein? Je reviens au bisou dans la cour d'école, ben il y a 30, 40 ans, tu te donnes un petit bec, tu faisais rire de toi peut-être, ou applaudir, ou peu importe, et ça se terminait là. Maintenant, on est capable de prendre des images. Les images peuvent rester longtemps. On l'a vu dans plein de cas, même judiciarisés. Est-ce qu'on peut quand même, dans un processus d'éducation, le nommer à nos enfants? De dire, ben, écoute, les gestes qu'on pose, ils sont pas, le lendemain, ce sera pas nécessairement oublié. Puis, la notion de consentement, même dans la prise d'image, parce que des fois, tu peux consentir en te disant c'est drôle parce que c'est ton chum, c'est ta blonde, mais peut-être qu'un jour, ça ne le sera plus. Et là, ben, c'est difficile de remettre la main là-dessus après. Oui, ça, c'est vraiment important de sensibiliser avec ça. Tu as parlé d'éducation, je pense que c'est la clé. On ne pourra pas, et c'est pas le but de les préserver de tout, mais quand même de leur fournir un certain cadre et d'exposer cette réalité-là. Même il y a des jeunes qui, pour eux, ce qui se fait sur les médias, tu sais, plus jeunes, mettons, ce qui se fait sur les médias sociaux, c'est comme si c'est juste entre eux, de dire non, puis il peut même y avoir des interventions policières, tu sais, si on menace de mort, par exemple, ou si on oblige quelqu'un à montrer ses parties intimes, ou il y a des conséquences dans la vraie vie. Mais avec le téléphone, on est tout seul dans la chambre, on a l'impression qu'on est dans une petite bulle. Fait que je pense que ça fait partie des discussions à avoir. Encore là, pas pour traumatiser l'enfant, puis encore là, tous les enfants sont pas égaux face à ça. Je pense que il y a des jeunes pour qui ça va être plus facile de dire non, d'autres
Mais on retourne à c'est quoi la racine du problème. Est-ce que c'était, ben là, si je le fais pas, peut-être qu'il m'aimera plus. OK, ben c'est ça qu'on va travailler. Tu as le droit de dire non, puis si ça dérange l'autre, ben c'est son problème à lui. Nous, on va t'aimer quand même. Fait que je pense que c'est des discussions importantes à avoir avant. Ça se peut qu'il y ait des incidents quand même, mais l'enfant, au moins, va avoir entendu parler de ça. J'aimerais vous amener en terminant sur vos propos comme parents. Des fois, on veut bien faire, mais on l'a dit, ça peut nous faire peur. Hein? On l'a déjà entendu peut-être. En tout cas, là, si quelqu'un te fait mal, là, dis-moi là, tu vas voir, aller casser les jambes. Ou, hey, moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, le premier petit gars qui va te faire une peine d'amour, ramène-moi les pas ici, il va se sortir par le fond de culotte. Peu importe. Des phrases entendues. On laisse faire. C'est parce que je veux pas les enfants. Ils vont garder ça en tête. Nous, on sait que c'était peut-être une blague ou une métaphore ou peu importe, mais pour l'enfant, tu te dis, oh là là, ça ne donnera peut-être pas envie d'amener son premier conjointe à la maison si tu t'es fait dire ça. Oui, ou même au-delà de dire, hey, je vais pas dire que mon partenaire, mettons, il m'a dit quelque chose que j'aimais pas ou qui m'a fait de la peine parce que ça va provoquer une forte réaction, je veux pas le fâcher, mes parents. Donc, puis surtout en contexte d'abus, là, c'est important de faire attention parce que on le sait malheureusement que c'est souvent des personnes qui connaissent, qui sont proches d'eux, qui aiment, qu'on apprécie, que les parents aiment aussi. Donc, c'est important de faire attention pour pas créer un silence ou une absence de dévoilement, de peur de créer une réaction encore pire, de comme, mon Dieu, mon père va casser les jambes, il va aller en prison, je veux pas ça. Donc, on fait attention, effectivement, à les messages qu'on peut dire aux enfants. C'est des choses qui peuvent se gérer entre adultes, tu sais. Hey, entre toi puis moi, là, son chum, Ou, tu sais, tout ce que tu viens de nommer, on peut le nommer à notre partenaire, à nos amis, mais de faire attention, effectivement, à ce que l'enfant... Parce qu'il y a toute notre intention. On a parlé tout à l'heure avec, tu sais, c'est quoi mon intention quand je dis ça? Mais des fois, on a l'intention, mais le comportement va faire exactement l'inverse. Puis au lieu de protéger l'enfant, on est en train de créer une brèche dans la communication. C'est ce qu'on veut garder dans la sexualité comme dans tout, finalement. Puis je dirais même de faire attention aussi lorsqu'on discute entre adultes, mais qu'il y a une présence d'enfants. Ça arrive souvent avec... On fait des soupers, là, puis là, les enfants sont d'un bord, les parents de l'autre, puis ce qu'on dit, qu'on pense, c'est juste entre adultes. Puis c'est même démontré que ce qu'on dit à l'enfant, s'il y a un discours inverse en son absence, mais qui entend, ça a aussi bien plus d'impact. Ben oui. Parce que c'est vrai, on dirait que ça m'amène sur, des fois, entre adultes, je sais pas, mais on peut raconter quelque chose ou à la limite donner des détails parce qu'on pense que les enfants sont pas là, ils écoutent un film, mais j'avoue que s'il nous a posé des questions en lien avec la sexualité, puis on n'a rien dit, puis tout d'un coup, il entend des discussions qui sont peut-être pas de son âge. Mais là, il peut avoir une mauvaise compréhension. Tout à fait. Puis des fois, encore là, dans l'intention, mais j'ai vu des ados, tu sais, un peu tout mélanger dans ce qu'ils voulaient puis ce qu'ils voulaient pas. Parce que le parent, voulant être trop protecteur, était devenu intrusif. Genre, ben là, à ton âge, tu feras pas de fellation, tu sais. Puis là, c'était comme, OK, mais là, moi, je pense que j'ai envie, tu sais. Peut-être. OK, peut-être. Mais peut-être que non. Mais tu sais, mais c'est un parent qui veut protéger puis qui dit, mais tu sais, ou qui parle de ses propres malaises à lui. Mais là, c'est comme, il faut que tu dises non. OK, mais là, moi, j'ai comme un peu envie de dire oui. Donc là, l'enfant se retrouve un peu tout seul avec sur qui comment je fais, c'est-tu normal? Je suis obsédée sexuelle, là, parce que je suis posée pas aimer ça, puis il y a plein d'affaires que j'aime. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça aussi. On n'a pas à se mêler trop de la vie sexuelle des ados, des enfants qui vont devenir des ados, mais on peut faire de l'éducation, on peut mettre les bases sur le consentement, sur la parole, mais après ça, il y a une partie très intime qui leur appartient aussi. Là. Mais j'allais dire aussi, mettre la ligne, parce que c'est peut-être pas toujours évident pour tous les parents de mettre la ligne de notre propre vie sexuelle, dans le sens que s'embrasser devant les enfants, c'est une chose. Mais à un moment donné, t'as pas nécessairement envie que tes enfants te surprennent. Ou, tu sais, c'est ce qui peut amener des fois, dans certains couples, un espèce de frein, parce que tu te dis, ben là, mes enfants vieillissent, s'endorment de plus en plus tard. J'en ai 2, 3, 4, 5, donc le petit dernier se lève de plus en plus tôt. Donc, notre fenêtre est entre 2h15 et 3h30 du matin, ce qui, en général, est un moment de sommeil. On dirait que j'ai l'impression, à la lumière de cette discussion-là, que plus on va vouloir protéger leur enfance, leur insouciance, ben la meilleure façon de le faire, ça va être en ouvrant la discussion, mais au rythme de l'enfant, et toujours retourner les questions, juste pour évaluer où est-ce qu'ils sont rendus, puisque nous, c'est comme si on pouvait être rendu à la ligne d'arrivée, mais eux, ils ont juste 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres de fait, puis en voulant bien faire, ben parfois, ça pourrait nous amener à être maladroits, puis à créer des situations qui sont pas nécessaires. Merci beaucoup. Merci.